Mes parents ont organisé une fête surprise pour ma sœur. Et oublié de m'en informer. J'ai tout de même envoyé un cadeau. Écrit une carte. Signée avec amour. 3 semaines plus tard, ma grand-mère m'a appelé. Viens. Seule. Ne dis rien à ta mère. Je m'appelle Céleste. J'ai 36 ans, et ma famille a organisé une fête surprise pour ma sœur un samedi de septembre, oubliant de m'en informer. J'ai découvert la nouvelle par une photographie, et non par un appel téléphonique ou des excuses le lendemain matin. Une photographie apparue dans mon fil d'actualité un dimanche après-midi, postée par ma tante, montrant 30 personnes dans le salon de mes parents, avec des ballons dorés et un gâteau à 3 étages. Ma sœur, Colline, se tenait au centre, les 2 mains sur la bouche, de cette manière si caractéristique des gens véritablement surpris. J'ai longuement regardé cette photographie. Puis, j'ai commandé quelque chose de la liste de cadeaux de ma sœur, lui ai écrit une carte, lui disant que j'étais désolée d'avoir manqué l'événement, et que j'espérais qu'elle ressentait à quel point elle était aimée. J'ai signé avec amour. Chaque mot était sincère. Quand le cadeau est arrivé, ma mère a appelé pour me remercier. Elle a dit, « Tu es si prévenante, Céleste. Tu as toujours été la plus prévenante. » Et puis il y a eu une pause. Une pause qui faisait quelque chose. Une pause qui savait quelque chose que je ne savais pas encore. J'ai dit, « Merci », et nous sommes passés à autre chose. Et je n'ai pas posé de questions sur la fête. 3 semaines plus tard, ma grand-mère a appelé. Elle a dit, « Viens seule. Ne dis rien à ta mère. » Et quelque chose dans ces 7 mots, non pas les mots eux-mêmes, mais le poids spécifique derrière eux, la façon dont elle a dit « Ne dis rien à ta mère » comme s'il s'agissait de protection plutôt que de préférence, m'a dit que cela n'avait rien à voir avec une fête. J'ai grandi, l'aînée de 2 filles, dans une famille qui fonctionnait bien en apparence et s'organisait autour d'une préférence invisible en dessous. Mes parents n'étaient pas des personnes méchantes. Mon père travaillait dur, rentrait régulièrement à la maison et se montrait présent pour ceux qui exigeaient sa présence. Ma mère tenait une maison chaleureuse, cuisinait de vrais repas, connaissait les noms de nos amis. Ils aimaient leurs enfants. Je n'en ai jamais douté. Mais il y a un amour qui est distribué de manière égale et un amour qui a une direction. Et dans notre maison, dès l'âge où j'ai pu remarquer la différence, l'amour avait une direction. Ma sœur s'appelle Colline. Elle a 5 ans de moins que moi, ce qui signifiait qu'au moment où elle est arrivée avec une vraie personnalité, j'étais déjà établie dans mon rôle, déjà comprise par la famille comme celle qui se débrouillait seule. Colline est arrivée, elle était chaleureuse et expressive et exprimait ouvertement ses besoins, elle avait besoin de réconfort, de présence et d'attention collective. Et la famille lui a donné ces choses. De la même manière qu'on donne à une plante ce dont elle a besoin pour grandir. Moi aussi j'avais des besoins. J'étais juste plus discrète à ce sujet. Et dans ma famille, les besoins silencieux étaient ceux qui restaient insatisfaits, non par cruauté, mais par quelque chose de plus difficile à nommer, par l'hypothèse qu'un besoin silencieux était pris en charge, que la personne qui ne demandait pas n'avait pas besoin. Cette hypothèse m'a suivie pendant 36 ans. Ma grand-mère s'appelle Françoise. Elle a 83 ans, c'est la mère de mon père, et elle vit seule dans la même maison depuis la mort de mon grand-père il y a 11 ans. La maison est à 45 minutes de chez mes parents et je lui rendais visite régulièrement, plus régulièrement que n'importe qui d'autre dans la famille, ce qu'elle a reconnu une fois avec une franchise que j'ai appréciée. Elle a dit, « Tu viens plus souvent que les autres. » Pas comme un compliment, juste comme un fait qu'elle avait constaté. Françoise m'avait toujours parlé différemment des autres membres de la famille. Moins de façade, moins de cette chaleur contrôlée qui caractérisait les réunions de famille. Elle me posait des questions et attendait la vraie réponse plutôt que la réponse sociale. Elle me racontait des choses sur sa propre vie que je savais ne pas être dites à tout le monde. Il y avait entre nous une qualité de reconnaissance mutuelle dont j'avais toujours été reconnaissante sans comprendre pleinement sur quoi elle était basée. Quand elle a appelé avec ces 7 mots, j'ai compris pour la première fois que cela reposait peut-être sur quelque chose de plus spécifique que le tempérament. Laissez-moi vous parler de la fête comme il se doit. Pas seulement l'exclusion, mais son architecture même.
En août, environ 6 semaines avant la fête, ma mère m'a appelé en semaine, ce qui était normal, et m'a demandé si je rentrais pour le dernier week-end de septembre. Elle a dit cela avec désinvolture, la présentant comme une question générale. J'ai répondu que j'avais un engagement professionnel qui risquait de coïncider, mais que je vérifierais et la tiendrais au courant. Elle a dit, pas de précipitation. Ce n'est rien de formel. Rien de formel. J'ai beaucoup réfléchi à ces deux mots. J'ai fini par avoir un empêchement ce week-end-là, un événement professionnel qui a duré plus longtemps que prévu et m'a obligé à rester à Paris. J'ai envoyé un SMS à ma mère le vendredi pour lui faire savoir que je ne pouvais pas venir. Elle a répondu en quelques minutes. Elle a dit, pas de souci du tout. On se verra bientôt. Pas de souci du tout. Pas de, tu vas nous manquer. Pas de, Colline sera déçue. Pas une seule des choses que l'on pourrait dire si la personne manquant une occasion allait être regrettée. Juste, pas de souci du tout. J'ai aussi réfléchi à cette réponse. La photographie a été mise en ligne l'après-midi suivant. 30 personnes, des ballons dorés, ma sœur les mains sur la bouche, et derrière elle, légèrement à gauche, mon père avec un air que j'avais déjà vu à des moments de signification familiale particulière, cette fierté personnelle, la bonne sorte. Je n'étais sur aucune des photographies, non pas parce que je n'étais pas là, mais parce que personne n'avait pensé à me les envoyer ou à m'inclure dans la discussion où elles étaient partagées. J'ai trouvé la publication publique, les privées, celles que la famille s'envoyait sur le groupe de discussion. J'ai découvert cela environ 2 semaines plus tard lorsque ma cousine a mentionné quelque chose qu'elle y avait vu. Je n'étais pas non plus sur ce groupe de discussion. La carte que j'ai écrite m'a pris plus de temps qu'elle n'aurait dû. Je suis de nature méthodique. Je travaille dans l'urbanisme, ce qui récompense la capacité de jongler simultanément avec de multiples variables complexes et de prendre des décisions sans interférence émotionnelle. Je ne suis pas une personne qui se torture l'esprit sur des cartes de vœux. Mais j'ai peiné sur celle-ci. J'essayais d'obtenir quelque chose de précis. Je voulais que la carte soit sincèrement chaleureuse. Je voulais qu'il n'y ait aucune trace de blessure ou de reproche. Non pas parce que je réprimais ces sentiments, je cherchais encore à savoir si je les ressentais réellement, mais parce que j'avais besoin que la carte reflète quelque chose de vrai sur moi. Que quelle que soit l'organisation de ma famille, mon amour pour ma sœur n'en dépendait pas. Que je pouvais être exclue d'une fête et néanmoins être présente, signer quelque chose avec amour et le penser. J'avais 36 ans et j'avais besoin de me le prouver. J'ai envoyé la carte. J'ai envoyé le cadeau. Chaque mot était sincère. Et quand Colline a appelé pour me remercier, elle a dit, « Je veux que tu saches », puis elle s'est arrêtée. Elle s'est interrompue au milieu de la phrase d'une manière qui semblait délibérée, comme si elle avait préparé quelque chose et y avait renoncé au dernier moment. Elle a dit à la place, « Je suis vraiment contente que tu sois ma sœur ». Elle l'a dit avec un poids que le moment n'expliquait pas entièrement. J'ai dit, moi aussi, je suis contente. J'ai repensé à cette phrase interrompue depuis ce jour. L'appel de ma mère est arrivé 2 jours après la réception du cadeau. Tu es si prévenante, Céleste. Tu as toujours été la plus prévenante. J'ai été une professionnelle de la conformité assez longtemps pour reconnaître quand quelqu'un répond à une question qui n'a pas été posée. Elle est allée droit au compliment. Aucune reconnaissance de l'absence, aucune explication de l'organisation, aucun « désolé que tu n'aies pas pu venir », juste le compliment placé là où autre chose aurait pu être. Tu as toujours été la plus prévenante, ce que l'on dit d'une personne quand on a besoin que ce qu'elle fait concerne son caractère plutôt que votre propre responsabilité. J'ai dit, merci. J'ai pris note. Dans les semaines qui ont séparé l'appel de ma mère de celui de ma grand-mère, j'ai commencé à prêter attention différemment. J'avais toujours été une observatrice dans ma famille. C'était bien établi. Mais j'avais observé comme on observe quand on croit que le système est fondamentalement juste et que l'on ne fait qu'en cataloguer les textures. Maintenant, j'observais différemment. Je cherchais des schémas plutôt que des détails. Et les schémas exigent un cadre plus large que les détails. Mon père a envoyé un message de groupe concernant les projets de Noël début octobre. Je l'ai appris par ma tante. Je n'étais pas sur le fil de discussion.
Une semaine plus tard, ma mère a mentionné à Colline. Colline m'a dit lors d'un appel, sans réaliser l'importance, qu'elle avait parlé au notaire de la famille pour mettre à jour certains documents. Ma mère ne m'en a pas parlé. 2 jours après cela, Colline m'a appelé tard un mercredi après 22 heures. Elle m'a demandé ce que je faisais cette semaine-là. Elle m'a demandé si j'avais été en contact avec mamie Françoise récemment. Elle a posé la question légèrement, facilement. J'ai dit que j'avais l'intention de l'appeler. Colline a dit qu'elle avait mentionné à maman qu'elle pensait à moi. Elle l'a dit comme si ce n'était rien. Ce n'était pas rien. Ma grand-mère m'avait appelé 4 jours avant cette conversation. Elle m'avait dit de venir seule. Elle m'avait dit de ne rien dire à ma mère. Et maintenant Colline m'appelait tard un mercredi pour mentionner que ma grand-mère pensait à moi. Comme si on lui avait demandé de découvrir quelque chose sans en avoir l'air. J'ai dit, c'est gentil. Je l'appellerai. Colline a dit qu'elle adorerait ça. Nous nous sommes dit bonne nuit. Je suis restée avec le téléphone à la main et j'ai senti la conversation s'installer autour de moi. La texture spécifique de celle-ci, l'heure tardive de l'appel, la question désinvolte qui ne l'était pas, l'information sur le notaire que ma mère n'avait pas partagée directement, les fils de discussion de groupe auxquels je n'étais pas, la fête à laquelle je n'avais pas été invitée. La carte que j'avais écrite, et la pause dans la voix de ma mère, et la phrase que ma sœur s'était empêchée de terminer. Ce n'étaient pas des choses distinctes. C'était la même chose, vue sous des angles différents. Je ne savais pas encore ce qu'était cette chose. C'était la partie qui me manquait. Sa forme devenait visible, mais sa substance restait masquée. Et j'ai compris que la substance était ce avec quoi ma grand-mère était restée seule dans cette maison pendant tout ce temps. Elle ne m'avait pas appelé pour me réconforter à propos d'une fête. Elle m'avait appelé parce que quelque chose était en marche, quelque chose impliquant des documents, des notaires et des messages de groupe auxquels je n'étais pas, et une sœur qui appelait après 22 heures pour poser des questions désinvoltes qui n'en étaient pas. Et elle avait décidé, après tout ce temps, que je devais savoir. Je lui ai envoyé un message ce soir-là. J'ai dit, jeudi matin, je serai là avant 10 heures. Elle a répondu 1 minute plus tard, bien. Viens par la porte de derrière. La porte de derrière, pas celle de devant. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé le plafond de mon appartement en pensant à une femme de 83 ans qui avait observé cette famille pendant des décennies depuis le point de vue particulier de celle qui l'avait construite. Et qui demandait maintenant à sa petite fille de passer par la porte de derrière et d'apporter de quoi écrire. Jeudi matin, je me suis levée tôt. Je n'ai rien dit à ma mère. Je n'ai rien dit à Colline. J'ai conduit jusqu'à la maison de Françoise sous la lumière d'un début d'octobre et je me suis garée dans la rue latérale plutôt que dans l'allée, et j'ai fait le tour de la maison pour aller à l'arrière, j'ai frappé, j'ai attendu, et la porte s'est ouverte. Ma grand-mère m'a regardée avec ses yeux clairs et posés et a dit, « Bien. Entre. Il y a beaucoup de choses que j'aurais dû te dire plus tôt. » La bouilloire était déjà sur le feu. C'est la première chose que j'ai remarquée. Pas un petit détail dans le contexte de Françoise. C'était une femme qui ne préparait rien pour les personnes dont elle n'était pas certaine qu'elles viendraient. Le fait que la bouilloire soit en marche signifiait qu'elle savait que je viendrais dès le moment où elle avait envoyé ce message. Peut-être même avant. Je me suis assise à la table de la cuisine arrière, celle qui donnait sur le jardin où j'avais été assise des dizaines de fois au fil des ans. Ça sentait la même chose que toujours, quelque chose de chaud et légèrement floral, une combinaison de ce qu'elle gardait dans le tiroir près de la cuisinière et de l'âge particulier de la maison elle-même. Familier d'une manière qui rendait l'étrangeté de la situation encore plus frappante. Elle a versé 2 tasses et s'est assise en face de moi, et elle n'y est pas allée par 4 chemins. Elle a dit, « Ton grand-père a changé son testament 8 mois avant de mourir. » Je l'ai regardée. Elle a dit que la version déposée auprès de la succession n'était pas la dernière version qu'il avait écrite. J'ai posé ma tasse. Elle a dit que la dernière version te désignait spécifiquement, pas la famille collectivement, pas divisée entre ses enfants. Toi, nommément, avec une désignation séparée, une propriété et un fonds y étant attachés. Il voulait que tu l'aies directement. J'ai dit, quelle propriété ? Elle a dit,
La maison de campagne, celle de Elle a nommé un endroit que je connaissais, un endroit où j'avais été enfant. Une petite maison de campagne en pierre à 2 heures au nord de Lyon que mon grand-père avait achetée à la fin des années 80 avant que mon père ne soit adulte. Cela avait toujours été dans la conscience périphérique de la famille toute ma vie comme une chose qui existait et était occasionnellement mentionnée, mais jamais vraiment discutée directement. J'ai dit, il m'a laissé la maison de campagne? Elle a dit, dans la dernière version, oui. J'ai dit, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a regardé sa tasse un instant, non pas pour éviter la réponse, mais pour préparer sa livraison. Elle a dit, elle a été absorbée dans la succession générale. La version qui est passée par l'homologation la répertoriait comme un bien familial indivis à gérer à la discrétion de ton père. À la discrétion de ton père. J'avais déjà entendu cette phrase. Dans un contexte différent, dans une autre histoire, cela aurait semblé neutre. Dans cette cuisine, ce matin. Cela sonnait exactement comme ce que c'était. J'ai dit, qui a déposé les documents d'homologation? Elle a dit, ton père a géré la succession. J'ai dit, et la dernière version du testament, elle a dit, a été soumise. Le jardin devant la fenêtre était très calme. Un jardin de fin octobre passait sa couleur, il n'en restait que la structure des choses. Je l'ai regardée et j'ai laissé ce qu'elle avait dit prendre sa place en moi. Mon grand-père m'avait laissé quelque chose de spécifique, quelque chose avec son nom et le mien. Et quelque part entre sa mort et le règlement de sa succession, cette chose spécifique était devenue une chose générale, gérée à la discrétion de mon père, ce qui signifiait gérer sans ma connaissance et sans que mon nom y soit plus attaché. J'ai dit, depuis combien de temps le savez-vous? Elle a dit, je me suis doutée dès le début. J'en ai eu la certitude il y a environ 14 mois. Elle a fait une pause. Un notaire m'a contacté. Pas le notaire de ton père, un que ton grand-père avait utilisé séparément vers la fin pour les documents mis à jour. Il avait essayé de te joindre directement. Les coordonnées qu'il avait étaient anciennes. Il m'a trouvé à la place. J'ai dit, pourquoi ne m'avez-vous pas rappelé alors? Elle m'a regardé fixement. Elle a dit, parce que j'avais besoin de comprendre toute l'ampleur de la situation avant de te la donner, et parce que je voulais être certaine avant de dire quelque chose qui changerait les choses de façon permanente entre toi et ton père. Elle l'a dit sans s'excuser, juste une explication. Elle avait gardé cela pendant 14 mois, y réfléchissant, s'assurant. C'était une forme d'amour particulière, lente et prudente, et plus préoccupée de bien faire les choses que du soulagement de la divulgation. J'ai dit, êtes-vous certaine maintenant? Elle a dit, oui. Elle m'a raconté le reste au cours de l'heure suivante. Mon grand-père, la dernière année de sa vie, s'était inquiété de ce qu'il appelait les schémas de la famille. Il avait utilisé ce mot spécifiquement pour elle, schéma. Il avait observé la maisonnée de son fils pendant des décennies, et il avait vu ce que j'avais vu, exprimé dans un registre différent, l'organisation silencieuse d'une famille autour d'une préférence. Il m'avait vu grandir, me débrouiller seul, ne rien demander et recevoir en conséquence, et à la manière des gens qui parviennent à la clarté tardivement mais y parviennent sincèrement, il avait décidé d'agir avec le seul instrument qui lui restait. Il était allé voir un notaire distinct, un que mon père ne connaissait pas, et il avait mis à jour son testament. La maison de campagne avait été évaluée au moment de son décès à une valeur significativement plus élevée que ce que la famille n'avait jamais discuté. Il y avait eu des rénovations dans les années précédentes. Il y avait également eu un revenu locatif géré discrètement qui s'était accumulé. Mon grand-père avait mis de côté un fonds spécifiquement lié à la propriété qui m'était désignée. Rien de tout cela ne m'était parvenu. La propriété était actuellement gérée par mon père. Les revenus locatifs allaient quelque part. Il y a 14 mois, un notaire nommé Maître Olivier Dubois avait trouvé ma grand-mère et lui avait dit ce qu'il savait et ce qu'il soupçonnait, et lui avait donné une copie du document que mon grand-père avait signé. Elle s'est levée de table et est allée au tiroir près de la fenêtre et est revenue avec un dossier. Elle l'a posé devant moi. Elle a dit, il m'a fait une copie. Il a dit de la garder là où ton père ne penserait pas la chercher. J'ai ouvert le dossier. L'écriture de mon grand-père sur les pages amendées. Sa signature en bas, attestée et datée.
Mon nom dans le document, spécifique et délibéré, de la manière dont on écrit un nom quand on veut qu'il n'y ait aucune ambiguïté quant à l'intention. Je suis restée assise un long moment avec ça. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai photographié chaque page. Françoise m'a regardé faire et n'a rien dit. Elle savait que je ferais exactement cela. Je lui ai posé des questions sur la fête avant de partir, non pas parce que c'était le plus important, mais parce que c'était le fil que j'avais commencé à tirer et que je devais savoir s'il se rattachait au reste. Elle a dit, la fête était l'idée de ta mère. Elle essaie de consolider les choses, de garder Colline près, de garder le récit familial simple, de te maintenir à une distance confortable sans créer de rupture formelle. Une famille qui fonctionne est plus facile à gérer qu'une famille avec des fractures visibles. J'ai dit, distance confortable. Elle a dit, tu poses des questions. Tu l'as toujours fait, pas agressivement. Mais tu remarques des choses et finalement tu les questionnes. Ta mère comprend cela de toi. Colline ne pose pas de questions. Ta mère trouve cela plus facile. J'ai dit, Colline m'a appelé le mercredi avant que je ne vienne ici. Elle a posé des questions sur vous. Elle a posé la question de manière désinvolte. Françoise a dit, ta mère lui a demandé. Elle l'a dit simplement, sans drame, juste le fait. Ma mère savait que Françoise envisageait de me contacter. Pas les détails, pas le dossier, mais elle avait senti quelque chose, et elle avait déployé Colline pour savoir ce que je savais. Et Colline avait passé l'appel. J'ai pensé à ma sœur, à la chaleur qui était sincère en elle, à la phrase interrompue lors de l'appel téléphonique après l'arrivée du cadeau, au poids derrière « Je suis vraiment contente que tu sois ma sœur ». J'ai dit, Colline est-elle au courant du testament? Françoise a dit, non, je ne crois pas. Je pense que ta sœur sait que quelque chose est inégal sans en connaître la forme spécifique. Elle a plus de conscience qu'on ne lui en attribue, mais elle a aussi été dans le système familial assez longtemps pour que son savoir et son action sur ce savoir soient deux choses différentes. J'ai médité le dessus. Puis j'ai pris le dossier et l'ai rangé soigneusement dans mon sac. Françoise m'a raccompagnée à la porte de derrière. Elle m'a tenu la main un instant avant que je parte et elle a dit, Maître Olivier Dubois est toujours le notaire en charge du document amendé original. Il attendait. Il a dit de te le dire quand tu serais prête, pas avant. J'ai dit, à quoi ressemble être prête? Elle a dit, tu le sauras. Je suis rentrée chez moi dans un silence qui n'était pas vide. Le genre de silence très rempli qui a besoin d'espace. J'ai appelé Maître Olivier Dubois le lendemain matin. Il a répondu comme s'il s'attendait à l'appel, ce qu'il faisait depuis 14 mois. Il était mesuré et précis, comme le sont les bons notaires. Il a confirmé ce que Françoise m'avait dit, puis il est allé plus loin. Le testament amendé était légalement valide. Il avait été dûment attesté, daté et déposé à son étude. La version soumise à l'homologation était un document antérieur, et la divergence n'était pas une erreur. Il avait examiné la situation attentivement, et le mot qu'il a utilisé 2 fois était délibéré. Il a dit que la maison de campagne était actuellement enregistrée au nom de mon père, ayant été transférée après l'homologation. Elle générait activement des revenus locatifs. Le fonds que mon grand-père avait désigné avait été redirigé. Il avait des documents concernant les revenus locatifs des dernières années. Il a dit que mon grand-père avait été méticuleux. Il avait anticipé la possibilité que le testament amendé soit mis de côté et avait laissé des instructions détaillées à Maître Dubois sur ce qu'il fallait faire si un contact était jamais établi avec moi. J'ai dit, quelles étaient les instructions? Il a dit, te donner le temps de décider ce que tu voulais faire et te dire que, quelle que soit ta décision, il comprendrait. Il a dit de te dire directement qu'il était désolé d'avoir mis si longtemps à voir les choses clairement. Il voulait que cela soit consigné. Je suis restée longtemps avec cela après avoir raccroché. Mon grand-père s'excusant au-delà d'un document, essayant de faire passer un message à travers la machinerie de sa propre famille, faisant confiance à un notaire et à une femme de 83 ans avec un dossier dans un tiroir de cuisine pour s'assurer qu'il me parvienne. Cela avait pris 11 ans, mais cela m'était parvenu. Je suis allée chez mes parents ce dimanche-là. Je n'avais pas prévu d'y aller si tôt, mais je voulais voir la pièce maintenant que je savais ce que je savais. Je voulais observer la surface des choses avec la vérité en dessous, visible pour moi et invisible pour eux.
Ma mère a ouvert la porte, m'a serré dans ses bras et a dit « Quelle bonne surprise !» Elle l'a dit chaleureusement et pensait sincèrement cette chaleur, ce qui était la chose chez ma mère qui rendait tout plus compliqué. Ce n'était pas une femme froide. C'était une femme qui avait pris des décisions en fonction d'un ensemble de priorités qu'elle n'avait jamais pleinement examinées, et la chaleur était réelle même lorsque ce qu'elle couvrait ne l'était pas. Mon père était dans le salon. Il s'est levé et m'a serré dans ses bras. Il m'a posé des questions sur mon travail. Il semblait, si quoi que ce soit, légèrement plus attentif que d'habitude, plus délibéré dans le contact visuel, comme si quelqu'un lui avait récemment suggéré qu'il devrait être plus présent avec moi. Colline était là aussi. Elle était venue pour le déjeuner du dimanche. Elle a souri quand je suis entrée, et le sourire avait quelque chose derrière. Pas de la culpabilité exactement. Une conscience. La conscience de quelqu'un qui a fait une petite chose avec laquelle il n'est pas entièrement à l'aise et qui espère que la personne à qui il l'a faite ne le sait pas. J'ai souri en retour. Je me suis assise. J'ai déjeuné. Je les ai tous les trois observés évoluer à la surface de l'après-midi avec le soin particulier des gens qui gèrent quelque chose dont ils croyaient que j'ignorais l'existence. Et j'ai ressenti l'étrange double clarté de savoir ce qu'ils ne savaient pas que je savais. Mon père a mentionné la maison de campagne une fois en passant, comme pour tester une fréquence. Il a dit, j'ai pensé à vendre la maison de campagne. L'entretien devient compliqué. Il l'a dit à personne en particulier. Regardant son assiette, ma mère n'a rien dit. Colline n'a rien dit. J'ai dit, juste ça, juste assez pour que cela soit enregistré sans rien révéler. Mon père a levé les yeux brièvement, puis les a baissés vers son assiette. Et j'ai compris que la conversation sur la maison de campagne n'était pas vraiment à propos de la maison de campagne. Il s'agissait de savoir si je réagirais, si je savais quelque chose, si la fréquence produirait une réponse. Je ne lui ai rien donné. J'ai aidé à débarrasser la table après le déjeuner. J'ai dit que le repas était délicieux. J'ai serré ma mère dans mes bras à la porte. Je suis rentrée chez moi avec le dossier photographié sur mon téléphone et le numéro de Maître Olivier Dubois enregistré dans mes contacts, et la forme complète de quelque chose qui s'était forgé toute ma vie était maintenant entièrement visible. Il pensait que j'étais toujours dans l'ignorance. Il n'avait aucune idée que l'obscurité avait été éclairée pendant 5 jours. Et quelque dans cette maison, mon père pensait à vendre une maison de campagne qui, si Maître Olivier Dubois avait raison à propos du document dans ce dossier, n'était pas la sienne à vendre depuis 11 ans. Je me suis engagée sur l'autoroute. J'ai pensé à ce à quoi ressemblait être prête et j'ai pensé, je crois que j'y suis presque. Je lui ai laissé 2 semaines, non pas par peur, ni parce que je me dirigeais vers quelque chose de dramatique. Je lui ai laissé 2 semaines parce que j'avais appris, en 36 ans à être l'observatrice dans une famille qui préférait ses membres inobservants, que le timing est une forme de préparation en soi. Si l'on se précipite vers une vérité, les gens se sentent piégés, et les personnes piégées se défendent plutôt que de recevoir. Laisser la vérité arriver au bon moment rend quelque chose de différent possible. J'ai passé ces 2 semaines à être méthodique. J'ai rencontré Maître Olivier Dubois en personne un mardi. Son bureau était petit et ordonné, et il avait tout préparé d'une manière qui me disait qu'il se préparait à cette rencontre depuis longtemps. Il m'a montré toute la documentation, le testament amendé, les signatures des témoins, la datation, la validité légale du document par rapport à celui soumis à l'homologation. Il a expliqué les recours disponibles et ce que chaque voie exigerait. J'ai posé des questions. Il y a répondu sans équivoque. À la fin de la réunion, il a dit, « Votre grand-père était précis sur une chose. Il ne voulait pas que cela serve à punir qui que ce soit. Il voulait que cela soit corrigé. Il y a une différence. » J'ai dit, « Je connais la différence. » Il a dit, « Je pensais bien que vous la connaîtriez. » J'ai quitté son étude avec une compréhension claire de ce que j'avais exactement, de ce que cela signifiait et de ce que j'allais en faire. J'ai appelé mon père un jeudi soir. J'ai dit que je venais ce week-end. J'ai dit que je voulais parler de certaines affaires familiales, de documents et de questions pratiques, des choses qui étaient mieux traitées en personne. J'ai gardé ma voix égale, mon langage vague et mon ton suffisamment chaleureux pour que rien dans l'appel ne soit perçu comme un avertissement. Il a dit,
bien sûr, viens samedi, nous déjeunerons. J'ai dit, juste nous si ça va. Toi et maman, je préférerais que ce soit une conversation plus intime. Une pause. Puis il a dit, bien sûr, bien sûr. J'avais un autre appel à faire avant samedi. J'ai appelé Colline le vendredi. Elle a répondu rapidement avec cette qualité légèrement tendue qu'elle avait dans la voix depuis septembre. J'ai dit, je vais voir maman et papa demain. Je voulais te le faire savoir, non pas pour t'inviter, juste pour te dire qu'il y a des choses dont je dois discuter avec eux, et je pense que ce sera plus facile sans public. Elle est restée silencieuse un instant, puis elle a dit, Céleste, est-ce que tout va bien? J'ai dit, ça ira. Elle a dit, j'ai fait cet appel, celui d'octobre. Je sais que tu sais que je l'ai fait. J'ai dit, je sais. Elle a dit, je suis désolée. Je n'ai pas pleinement compris ce que je faisais. C'est juste que maman a demandé. Et je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai dit, je sais cela aussi. Elle a dit, ça va aller pour toi demain? J'ai dit, oui, et Colline, quoi qu'il arrive avec nos parents, toi et moi sommes en dehors de ça. J'ai besoin que tu le saches. Elle est restée silencieuse un long moment. Quand elle a reparlé, sa voix était différente. Plus basse, la voix de quelqu'un qui avait retenu quelque chose et était soulagé de le déposer. Elle a dit, merci. J'ai dit, bonne nuit. Le samedi est arrivé comme les jours importants, sans particularité. La même lumière, le même trajet, la même maison au bout. Ma mère a ouvert la porte et m'a serré dans ses bras, et le déjeuner était sur la table, et l'après-midi avait la texture de surface de n'importe quelle autre visite. Nous avons mangé, nous avons parlé des choses habituelles. J'étais présente et chaleureuse, et je n'ai rien laissé transparaître dans mon attitude qui suggérait ce qu'il y avait en dessous. Après le déjeuner, mon père a suggéré le salon. Nous nous sommes déplacés. Nous nous sommes installés et mon père a dit, avec la désinvolture contrôlée de quelqu'un qui avait préparé cela, tu as mentionné des documents. Qu'est-ce qui te préoccupe? J'ai dit, je veux parler de la succession de grand-père. Les mains de ma mère, qui étaient détendues sur ses genoux, ont légèrement changé de position. Mon père a dit, quoi à propos? C'était réglé il y a des années. J'ai dit, pas entièrement. Il a dit, Céleste, la succession a été gérée correctement. Il y avait un testament. Il est passé par l'homologation. J'ai dit, il y avait 2 testaments. La pièce a changé. Pas bruyamment, juste de la manière dont une pièce change quand un secret cesse d'en être un. Un genre de décalage atmosphérique, une altération de la pression. Mon père a dit, que veux-tu dire? J'ai dit, grand-père a mis à jour son testament 8 mois avant de mourir. Il a fait appel à un notaire distinct, un homme nommé Maître Olivier Dubois, parce qu'il voulait que la mise à jour soit traitée indépendamment. Le document amendé me nommait spécifiquement la maison de campagne et un fonds désigné par mon nom avec une intention claire. Ma mère a dit, où as-tu? Puis elle s'est arrêtée. Mon père a dit, Céleste, je ne sais pas ce qu'on t'a raconté, mais j'ai dit, le document est légalement valide. Il a été dûment attesté et daté, et Maître Olivier Dubois détient l'original depuis 11 ans. La version soumise à l'homologation était un document antérieur. Maître Dubois a examiné la divergence attentivement. Il utilise le mot « délibéré ». Mon père a regardé ses mains. Ma mère a dit, ce n'était pas comme ça. Il y avait une confusion quant au document qui était le plus récent. Ton grand-père avait plusieurs brouillons. J'ai dit, la version finale était datée, signée et attestée. Il n'y avait aucune ambiguïté quant à savoir laquelle était la plus récente. Elle a dit, nous pensions, j'ai dit, maman, juste son nom, dis doucement. Elle s'est arrêtée. J'ai dit, je ne suis pas ici pour débattre de ce que vous pensiez. Je suis ici parce que cela doit être résolu. Pas de manière dramatique, pas devant un tribunal si nous pouvons l'éviter, mais cela doit être résolu et cela doit être fait honnêtement. Mon père a dit, que demandes-tu? J'ai dit, ce que grand-père a désigné, la maison de campagne où sa valeur actuelle compte tenu des 11 années d'appréciation, les revenus locatifs qui ont été perçus et redirigés.
Maître Dubois a la documentation de tout cela. Mon père a levé les yeux. J'ai dit, il a été méticuleux. Grand-père s'en est assuré. Il y eut un long silence. Ma mère avait la main sur la bouche. Elle ne simulait pas la détresse. Elle vivait quelque chose de réel, et je l'ai vu la traverser, et je ne me suis pas endurcie contre cela. C'était une femme qui arrivait au coup d'une décision qu'elle avait prise il y a longtemps, et classée comme une nécessité. Le coup venait d'apparaître dans son salon un samedi après-midi sous la forme de sa fille aînée, calme et documentée. Mon père a dit, nous aurions eu besoin de vendre la maison de campagne pour, j'ai dit, je sais que les finances sont compliquées. Maître Dubois le comprend aussi. Il y a des moyens de structurer cela qui ne nécessitent pas une vente immédiate. C'est une conversation pour les notaires. Il a dit, tu as déjà parlé à un notaire? J'ai dit, oui. Il a dit, quand? J'ai dit, il y a 2 semaines. Il m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue chez lui. Ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus proche de la reconnaissance. La reconnaissance de quelqu'un qui a sous-estimé une situation et comprend maintenant précisément, et trop tard, qu'il l'a fait. Il a dit, depuis combien de temps le sais-tu? J'ai dit, assez longtemps. Il a dit, Françoise. Pas une question. J'ai dit, elle a attendu 14 mois pour me le dire, elle voulait être certaine avant de changer les choses de façon permanente. Cela devrait vous dire à quel point elle a pris cela au sérieux. Ma mère a dit doucement, je ne pensais pas que nous pensions que tu avais ce dont tu avais besoin. Tu as toujours été si capable, si indépendante. Et voilà, la phrase qui m'avait suivie toute ma vie, arrivant ici à la fin de tout, toujours sous la même forme, faisant toujours le même travail, essayant toujours de faire de ma capacité la raison pour laquelle moi était acceptable. J'ai dit, je sais que vous le croyez. Je pense que vous aviez besoin de le croire parce que l'alternative était d'admettre que ce que vous me donniez et ce que vous donniez à Colline n'était pas la même chose. Et je pense qu'une fois que vous avez pris cette décision, c'est devenu l'histoire que vous vous êtes racontée à mon sujet. Elle n'en a pas besoin. Elle va bien. Elle se débrouillera. Les yeux de ma mère étaient brillants. J'ai dit, je me suis débrouillée. Je me suis toujours débrouillée. Cela n'a jamais été en question. Mais se débrouiller sans quelque chose n'est pas la même chose que de ne pas y avoir droit. La pièce était très silencieuse. Mon père a dit, je suis désolé, Céleste. 4 mots, sans conditions attachées, sans justification à la suite. Je l'ai regardé un long moment. J'ai dit, je sais. Je l'ai dit parce que je le croyais et parce que, désolé, dans ce contexte n'était pas la fin. C'était le début d'un autre type de conte. Les notaires s'occuperont du reste. Je me suis levée environ 20 minutes plus tard. Il n'y avait plus rien à dire cet après-midi-là. Maître Dubois contacterait le notaire de mon père le lundi. Le processus prendrait du temps. Il serait inconfortable et détaillé et exigerait de l'honnêteté de la part de personnes qui avaient pratiqué une approche différente pendant longtemps. Mais cela arriverait. Je savais que cela arriverait parce que mon grand-père s'en était assuré il y a 11 ans quand il s'était assis dans un petit bureau avec un homme méticuleux et avait signé un document, confiant qu'éventuellement il trouverait la personne pour qui il était écrit. Il l'a trouvé. Ma mère m'a accompagnée à la porte. Elle m'a serré dans ses bras et je l'ai laissé faire, et c'était l'étreinte compliquée d'une relation qui avait été réorganisée par la vérité et qui cherchait encore sa nouvelle forme. Elle a dit, je t'aime. Elle le pensait. J'ai dit, je sais. Je suis allée à ma voiture. Je n'ai pas regardé en arrière. Non pas parce que j'en avais fini avec eux, non pas parce que l'amour avait disparu, mais parce que j'ai appris qu'il y a des moments où regarder en arrière n'est pas une réflexion. C'est une hésitation. Et j'avais fait toute ma réflexion. Ce qui était derrière moi était maintenant entre de bonnes mains. Ce qui était devant moi était à moi. Je suis rentrée chez moi sous la lumière d'octobre et j'ai pensé à mon grand-père assis dans un bureau, écrivant mon nom dans un document, faisant confiance à la machinerie de l'honnêteté pour durer plus longtemps que la machinerie du silence. Ça a marché. Ça marche toujours, finalement. Voici donc ce qui s'est passé en langage clair.
J'ai été exclue d'une fête et j'ai quand même envoyé un cadeau. J'ai écrit une carte et l'ai signée, avec amour. Ma grand-mère m'a appelé et m'a dit de venir seule. Je suis venue. Elle m'a montré un dossier. J'ai passé des appels téléphoniques. J'ai rassemblé des informations discrètement. Je suis retournée chez mes parents un samedi, je me suis assise dans leur salon et je leur ai dit la vérité d'une voix calme, avec des documents. Et j'ai vu une histoire qui durait depuis 11 ans arriver à sa fin nécessaire. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas accusé. Je n'ai pas manifesté de chagrin ni exigé d'excuses. Je me suis simplement présentée préparée. Et maintenant, je veux vous laisser avec quelque chose qui n'a rien à voir avec les testaments, les maisons de campagne ou les documents légaux. C'est ceci, les personnes les plus silencieuses dans une famille sont souvent celles qui en savent le plus. Elles ont observé plus longtemps, écouté plus attentivement, classé des choses que d'autres supposaient passer inaperçues. Si vous avez été la personne silencieuse, la personne capable, celle qui se débrouille seule, celle qui n'a pas besoin de faire d'histoire, je veux que vous compreniez quelque chose à propos de ce rôle. Il vous a été attribué. Vous ne l'avez pas choisi. Et cette attribution n'était pas une reconnaissance de votre force. C'était une commodité présentée comme telle. Votre force est réelle. Mais ce n'a jamais été une raison de vous donner moins. Et voici la chose la plus difficile. La chose qu'il m'a fallu 36 ans pour comprendre pleinement. Les personnes qui vous donnaient moins ne donnaient pas toujours plus aux autres par méchanceté. Parfois, elles donnaient plus aux autres par habitude, et appelaient cette habitude justice, et appelaient votre silence consentement. Vous avez le droit de corriger les faits, non pas avec colère, mais avec préparation, avec documentation, avec la voix calme de quelqu'un qui a fait le travail et qui sait exactement ce qu'elle porte quand elle franchit la porte.